Donc je me présente, moi je suis Doriane Launay, je travaille au CEMU, au Centre d'enseignement multimédia universitaire, donc de l'Université de Caen, et je suis chef de projet AIPE 13. Et bonjour, moi je suis Benoît Hélène, je suis graphiste au Centre multimédia universitaire de Caen, et je suis également responsable du studio de création. Donc avec nous devait être présente Camille Hébert, ingénieure pédagogique en charge des IUT, Grand Ouest, mais elle a été testée positive au Covid. Donc elle n'a pas pu se joindre à nous. On va commencer par vous présenter juste le contexte rapidement. On est parti d'un constat, c'est que nos enseignants, pour la plupart, font leurs ressources en autonomie. Donc même si on est un service d'appui à la pédagogie, d'accompagnement, on est bien conscient qu'on n'accompagne pas la totalité des enseignants. Un autre constat, c'est que la plupart des ressources produites sont des ressources dites simples, donc des PDF et des ressources textuelles pour la plupart, donc des PDF, des PowerPoint et également des schémas. Ensuite, je ne sais plus, c'est quoi ? Et l'idée, enfin, ce qu'on s'est demandé, c'est comment est-ce qu'on pouvait toucher les enseignants, la plupart des enseignants, et on s'est dit que c'était à la fois par la formation, la sensibilisation et l'accompagnement des enseignants. Nous, on s'est plutôt basé sur la sensibilisation dans un premier temps pour intervenir sur les enseignants pour qu'ils puissent après produire des schémas, des PDF, des PowerPoint qui soient le plus accessibles possible, mais d'une manière relativement simple et pratique. On a fait le choix vraiment de créer une ressource simple, donc vraiment accessible à tous et à tout niveau, notamment tout niveau numérique. Et l'important pour nous, c'était également de toucher le maximum de personnes. Donc, comme je viens de le dire, on sait qu'on n'accompagne pas tous les enseignants. Donc la question s'est également posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour toucher un maximum de personnes ? Et donc le choix a été fait de créer une plaquette 3 volets, donc vraiment un petit format qui résume en fait le WCAG, vraiment ciblé sur les ressources textuelles et un peu audiovisuelles quand même, mais voilà. Donc c'est vraiment un choix. On n'est pas parti dans le détail de toutes les normes pour que ce soit accessible à tous. La plaquette ressemble à ça. On en avait et on est en plein déménagement et c'est resté à Caen. Voilà, désolé. Donc on a fait une plaquette qu'on n'a pas en fait. Globalement, je vais vous montrer assez rapidement les 10 règles qu'on a sélectionnées qui sont 10 règles pratiques pour l'accessibilité numérique. Avant ça, dans notre plaquette, on a également mis juste quelques idées reçues. Je vous les lis. Il y a par exemple celle qui dit des personnes en situation de handicap. Il n'y en a pas dans mon cours. On en entend encore des enseignants dire ça. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure encore. Là, tous les handicaps ne sont pas visibles et toutes les personnes porteuses d'un handicap ne se sont pas forcément fait connaître auprès de l'établissement, de l'université. Une autre idée reçue, c'est de rendre accessibles les cours. C'est beaucoup de travail pour juste quelques étudiants. Et là encore, on l'a vu tout au long de la journée, penser à l'accessibilité, c'est améliorer la lisibilité et la compréhension pour tout le monde, et pas simplement pour quelques étudiants. Et également, moi je suis graphiste, et un document accessible, c'est toujours austère. Mais en fait, non, un document accessible, ça respecte certaines contraintes, mais ça ne doit pas limiter non plus la créativité. Donc c'est pas forcément un document qui doit être uniquement en noir et blanc, enfin voilà, il y a quand même possibilité de faire des choses. Dans les 10 règles, la première règle, c'est des choses qu'on a entendues toute la journée. C'est faire simple. J'ai mis parfois des exemples et des contre-exemples. Là, c'est globalement pouvoir avoir un document qui soit suffisamment bien organisé pour qu'il y ait une lecture, un suivi du regard qui se fasse d'une manière régulière, quoi, et assez simple. Le deuxième, c'est de contraster les couleurs. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui et qu'on a beaucoup répété. Utiliser des couleurs fortement contrastées entre elles. Il y a des sites, il y a des logiciels qui permettent de tester les contrastes de couleurs. Là, c'est Color Contrast Analyzer. Et il y en a plein d'autres. La troisième règle qu'on a mis en avant, c'est là un contre-exemple. Donc, ne pas véhiculer une information par la couleur. Quand on ne voit pas les couleurs et qu'on a une légende comme ça sur un schéma, c'est très difficile de voir ce qui est B, ce qui est C.
La solution elle est toute simple, on oublie la légende et on a directement des flèches qui pointent sur les zones du schéma avec la légende au bout de cette flèche. On n'a plus besoin de couleur, on n'a plus besoin d'utiliser cette légende à côté. La quatrième règle, on en parlait tout de suite, c'est de choisir une police appropriée. Ne choisissez pas celle-là. Je n'ai pas son nom, je suis désolé, je ne peux pas vous la donner, je l'ai oublié. Donc privilégier une police sans série, Arial, Calibri, Ubuntu, ou Handicap, ou Easy Reading. Suffisamment grande, mais pas trop. Et avec un interlignage adapté de 1,5. La cinquième règle, c'était de décrire les images explicitement. Là, par exemple, donc c'est juste une capture d'un Ouest France. La légende, c'est « Aucune photo ne peut rendre la beauté de ce décor ». Il y a un ouvrage de Taroup et Glabel, un collectif d'artistes, qui répertorie comme ça plein de photos et de leurs légendes. C'est très drôle. Mais voilà. Dans la même veine, la sixième règle, c'est de transcrire et sous-titrer tous les contenus multimédia. Ils sont indispensables pour certains, et les transcriptions et les sous-titres permettent de s'adresser au plus grand nombre en augmentant les modalités d'accès à vos ressources. Tout à l'heure, on parlait des transcripts et de pouvoir revenir en sélectionnant un emplacement directement dans la vidéo. Je sais que par exemple FunMook, quand on charge un transcript, propose ça. Il y a tout un texte, on peut sélectionner le texte et ça remet à l'emplacement de la vidéo. Donc, il y a sans doute des choses à creuser là-dedans. Après, c'est un peu lié au transcript et c'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure, prendre en compte le rythme de chacun. Donc, par exemple, aller à son rythme, c'est pouvoir mettre en pause, revenir en arrière, télécharger les documents projetés, accéder à un enregistrement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la présentation de Christophe Dos Santos et Baptiste Doucet, François Atto, où ils proposaient effectivement à télécharger le contenu écrit, tout en ayant l'audio, tout en ayant plusieurs supports. La huitième règle qu'on a choisie, c'est ne pas surcharger visuellement. Donc là, typiquement, on fait pas ça. On fait pas ça. Voilà, donc privilégier effectivement des textes avec une seule colonne, avec un agencement texte-image qui soit relativement simple et assez logique à suivre. Pareil, dans les PowerPoint, limiter l'usage d'animation, de mise en page complexe, d'éléments graphiques. Globalement, des ressources plus simples permettent une meilleure lisibilité et limitent les problèmes de compatibilité aussi entre les logiciels. Ce qui m'amène à la neuvième règle, permettre une navigation claire et intuitive. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, mais par exemple utiliser les sommaires automatiques de Word, en utilisant les titres automatiques, en utilisant les en-têtes et les pieds de page, tout ça, c'est des choses qui sont identifiées après par les logiciels. Et c'est primordial pour pouvoir aider à la lecture par les différents logiciels d'interprétation de texte et de lecture de texte. Et la dixième, on n'a pas évoqué ça non plus aujourd'hui, je crois pas, c'est de bien nommer ces fichiers, parce que quand on donne beaucoup de fichiers aux étudiants, c'est important, mine de rien, de s'y retrouver aussi et d'avoir des fichiers qui soient nommés assez clairement. Donc voilà, dans cette plaquette, que vous n'aurez pas, il y a toutes ces règles-là. On a un fichier numérique, tout ça, on pourra quand même vous diffuser la plaquette, bien sûr, sans problème. Globalement, je te laisse prendre le relais. En deuxième étape de cette action, après la plaquette, on a décidé, on a fait, on l'a décliné sous deux formats. Donc le premier, c'était un format d'1 heure qui permettait justement de parcourir, comme Benoît vient de le faire, les 10 règles, mais surtout de permettre l'échange entre les participants à l'atelier. Et le deuxième format, c'était en une demi-journée. Donc là, c'est pareil, on reprend les 10 règles, on échange autour de ces 10 règles, mais surtout, on fait une mise en pratique. Ensuite, les résultats, le problème, c'est qu'on n'en a pas. C'est qu'en fait, cette plaquette, elle a été faite en mars 2020, elle est sortie, et 10 jours après, on était confinés. Donc, voilà, très bon timing, mais bon, comme ça.
Par contre, on a quelques pistes. Donc les pistes, c'est un peu comme tout le monde, c'est faire des questionnaires réguliers sur l'accessibilité auprès de nos enseignants pour justement voir un peu leur évolution, de comment aussi est-ce qu'ils voient l'accessibilité après avoir été sensibilisés ou formés. C'est aussi de faire un audit sur les ressources mises en ligne sur nos plateformes, donc sur nos Moodle, un peu au hasard, mais juste pour voir un peu, pareil, les stats. Et en reprenant ces 10 règles et en voyant un peu l'évolution et si les documents sont créés, les nouveaux documents ont été créés plus en accord avec ces 10 règles simples d'accessibilité numérique. Et le dernier, c'est intégrer justement les étudiants pour avoir leur ressenti sur les ressources qui leur sont transmises en fait. Donc ça, c'est ce qu'on aurait bien voulu mettre en place, mais qu'on le fera certainement. Et ensuite, on a des perspectives. Donc là, ce sera plus pour l'année prochaine, donc l'année 2022-2023. Ce sont là vraiment des actions un peu plus concrètes qu'on aimerait mettre en place. Le premier, c'est le travail avec le SUMS, donc le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, mais également avec la DSI qui a un référent accessibilité, justement. Donc on aimerait bien coupler un peu tous nos différents services et pouvoir travailler ensemble. On aimerait aussi sensibilisation des étudiants. Oui. Sensibiliser les étudiants parce que c'est la nouvelle génération, donc c'est bien de travailler avec nos enseignants, mais c'est encore mieux de préparer la nouvelle génération à prendre en compte l'accessibilité, que ça devienne un automatisme en fait, qu'il n'y ait plus de réflexion ou de revenir en arrière pour améliorer, c'est que pour eux ça devienne vraiment un automatisme. Ensuite, on aimerait bien travailler avec des acteurs locaux, mettre en place des actions, mais un petit peu au sein de l'université, bien sûr, mais en dehors de l'université, ouvrir un peu justement cette question. Et la dernière, et ça, on sait qu'on va y arriver, parce que ça va être mis en place, c'est intégrer justement la formation d'une demi-journée au module obligatoire des nouveaux arrivants au sein de l'université. Donc là, on ne touchera pas que les enseignants, c'est-à-dire ce sera tout le personnel universitaire. Donc des gestionnaires de scolarité, aux enseignants, aux directeurs, aux cadres, voilà. Donc ça, on est sûr d'y arriver. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, donc la question, c'est est-ce que vous avez identifié des avantages ou des inconvénients dans votre démarche par rapport à s'éloigner de la norme qui existe déjà, le RG2A, qui lui va imposer une obligation légale avec des critères, je pense pas les avoir vus, comme les en-têtes de tableau ou les titres de pages, qui sont aussi importants, avec des énormes travaux par des consortiums spécialistes du web. Et moi, je suis toujours mal à l'aise si je devais faire ce type de démarche, même si on me le demande, donc il faut simplifier. Je suis toujours mal à l'aise puisque je ne me juge pas plus légitime que ces experts pour décider à la place de est-ce qu'un titre de tableau, une en-tête de tableau c'est important ou un titre de page c'est important. Oui. Là, vraiment, on est sur une sensibilisation. On essaye vraiment de, justement, sensibiliser. C'est-à-dire pouvoir après complémenter. Et justement, le fait d'après d'avoir décliné ça en atelier et de pouvoir après penser à un espace de cours, de penser à avoir des compléments d'information, on essaye de ne pas faire peur aux personnes qui peut-être ont peur de l'accessibilité, parce qu'il y en a. Vraiment. Et puis voilà, c'est des informations qu'on peut amener après sur quand on a un contenu, qu'on peut parler de comment le mettre en page, etc., etc. Le but, c'est un peu de les attirer, en fait, les enseignants, et que derrière, ils se retournent vers leur ingénieur pédagogique qui, avec l'ingénieur pédagogique ou autre personne, ils pourront vraiment creuser la notion et justement mettre en place toutes les règles. Mais le but, c'est de ne pas les effrayer, justement. Et de faire un tout petit pas dans l'accessibilité. Commencer par ça. On a vu petit, en fait. On veut commencer petit. Et après, on va conquérir le monde.